êtes né en quelle année encore? Moi, je suis né en 38. En 1938. D'accord. Parce que je découvre un petit peu l'ouvrage que vous avez eu la gentillesse de me faire parvenir, qui est une écriture, non pas d'un enfant, mais d'un adulte, qui raconte la vie d'un enfant. Et là, c'est assez surprenant, parce qu'encore une fois, l'adulte, lui, a alimenté, je veux dire, tout son récit de faits qui sont venus se greffer par après sur des informations qu'il a sûrement reçues. Mais quels sont les tout premiers souvenirs d'enfants qui sont restés gravés en vous et qui ne sont pas des récits qui ont été racontés par des tierces personnes? Mais, vous savez, pendant très longtemps, le livre commençait par « J'étais dans le tram avec ma mère qui m'apportait à ma cache ». Mais ça, c'est effectivement l'adulte qui parle, qui raconte ses souvenirs. Jusqu'au jour où une lectrice m'a dit « Mais tu sais, moi ce qui m'intéresse, c'est l'enfant, pas l'adulte ». Et je me suis rendu compte que le deuxième chapitre commençait par « C'est quand demain ?» qui est une parole d'enfant. Et donc j'ai inversé les chapitres, donc on commence par une parole d'enfant. Et la deuxième phrase, c'est l'enfant qui est devant la fenêtre, qui attend. Et donc peu à peu on va comprendre qu'il attend le retour de sa mère, qu'il a laissé là. Donc effectivement, c'est bien un adulte qui parle, enfin, ou plutôt qui prête sa parole à un enfant. Parce que dès le départ, on a donc un mot d'enfant, un regard d'enfant, et ça entraîne, ça donne une illusion que c'est l'enfant, qu'on peut s'identifier à un enfant pendant la guerre. Mais très rapidement, on voit qu'il y a des jeux de mots, et qu'il y a des mots d'adultes là-dedans, mais qui en fait créent une sorte d'espace entre l'enfant et l'adulte. Il y a là un jeu. Alors, quand j'étais caché chez un couple d'ouvriers à Gansoren, et après la guerre, j'étais arraché à eux, mais j'ai toujours continuellement, j'ai toujours été les revoir, et à chaque séance, il y avait celle que j'appelais tante, Tank en bruxellois, petite tante, Tank. Elle me racontait tout ce qui nous est arrivé, parce qu'elle a souffert de l'arrachement. Et quand en fait je fais parler l'enfant, en fait il dit pas un mot, hein, Non. pratiquement. Mais on croit qu'il parle parce que donc il pense. Le fait qu'il ne parle pas, il n'y a pas de parole extérieure, donc c'est une parole intérieure. Donc c'est comme si on était dans l'imaginaire de l'enfant. Et au fond, l'enfant, il y a en fait Tank. Ce sont ses souvenirs à elle. D'autant plus qu'elle disait à chaque fois, j'aurais pu en faire un livre. Alors comme j'ai déjà dit souvent, elle n'avait pas été à l'école, moi j'étais à l'école, donc c'était à moi de faire le livre. Et donc il y a une triple couche comme ça. Elle est en tapis, si je peux dire, mais c'était la plus présente. Et donc quand elle me racontait, j'avais des images évidemment qui me revenaient. Et donc il y a beaucoup d'images. Il m'est difficile de répondre à la question quel est mon premier souvenir, parce que normalement ça devrait être quand mes parents en mai 40 ont voulu se rendre en Angleterre via Ostende. Le dernier bateau a été réquisitionné, on n'a pas pu monter sur le bateau. On n'a pas de souvenir, on est trop jeune. Ben, à ce moment-là, 40, j'avais 1 an et demi. Oui, c'est pas possible. Et pourtant j'ai une sensation de foule. C'est ça, oui. Mais est-ce que cette sensation a été provoquée par le discours, par le récit
de Tank. Voilà, je n'en suis pas tellement... Et je crois d'ailleurs que la plupart des personnes qui ont des souvenirs d'avant 3 ans, c'est soit parce qu'ils ont vu des photos, même des petits films, ou encore les paroles des parents autour d'eux qui se souviennent de choses. Mais il y a quand même des souvenirs que Tank n'a pas pu me raconter. Qu'est-ce que Ce que vous dites est vrai, en question de souvenir. Moi, à 1 an et demi, je me suis brûlé le bras droit. J'ai vu des photos, effectivement, mais j'ai quand même, comme vous dites, l'ombre d'un souvenir où je me souviens qu'il y a eu le cri lorsque j'ai renversé quelque chose. Mais de la douleur, je ne me souviens pas, sinon que des photos me montrent parfois en train de pleurer. Mais j'ai le souvenir quand même de quelque chose où, quand cet accident est arrivé. Quoi. Donc c'est vrai qu'on peut avoir quand même un relent de souvenirs. Mais je reviens un petit peu à cette période d'enfance. Il y avait une grande sœur. La grande sœur, c'est la fille de ces gens qui vous ont... qui avaient déjà quitté la maison? Oui, elle venait de se marier. Elle venait de se marier, d'accord. Depuis 1 an. D'accord. Des souvenirs d'elle quand elle venait chez les parents? Ou bien c'est resté vague? Elle ne s'est jamais comportée comme une sœur. Non, non, d'accord. Mais elle avait une fille qui j'avais 1 ou 2 ans de plus qu'elle, elle était une sorte de sœur. D'accord, voilà. Non, elle, oui. Et comme autre enfant, qu'est-ce qu'il y avait autour de vous? Mais il y avait les enfants dans la rue. C'est ça? Parce que, bon, on dit enfants cachés, c'est vrai que... Enfants mêlés, quoi, aux autres. C'est-à-dire, on m'a mis là pour me cacher. Oui, oui. Or, Tank et son mari, oncle en bruxellois, ils m'ont laissé jouer à la rue, parce que ça aurait été impossible de me cacher dans cette maison. Il n'y avait pas de cave, il y avait 2 familles. C'est vrai. Et les beaux-frères et belles-sœurs. Oui, et toute la maison était donc occupée. Où est-ce que j'aurais... Bon, alors déjà quand on me lavait les cheveux, je criais. Ah voilà. Bon, donc les voisins savaient qu'il y avait un enfant là. Et surtout, ils ont fait, je sais pas, c'est vraiment des personnes d'une humanité incroyable, parce qu'ils ont fait confiance aux autres. Et donc, ce qui fait qu'ils m'ont donné pour la vie une confiance dans les autres que... Parfois, je fais trop confiance, mais tant pis, je joue ce jeu. Vous avez été baigné dans cette ambiance de confiance. Okay. Parce que on n'était pas à l'abri de dénonciation. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu délation. La moitié de la rue était occupée par des gendarmes avec un bureau. Et quand ils quittaient le bureau, ils allaient 1 ou 2 maisons plus loin où ils habitaient. Est-ce que c'est ça qui m'a protégé? Parce qu'un délateur, on l'aurait vite trouvé peut-être. Mais il pouvait y avoir des délateurs parmi les gendarmes aussi. Des gens d'extrême droite ou bon. Alors, dans le reste de la rue, c'était des maisons sociales de la commune. Et on m'a dit qu'après la guerre, on avait trouvé des rexistes dans le reste de la rue. Alors on dit rexiste, comme vous savez, tout mouvement a toujours toute la gamme d'implications, ceux qui sont tout à fait rabiques et puis ceux qui sont plus ou moins tièdes et qui sont embarqués là-dedans par l'un ou l'autre membre de la famille ou un ami. Bon. Donc moi j'ai dû, les enfants allaient chez chacun. Donc j'ai dû peut-être aller dans une de ces maisons-là. Et après la guerre, eh bien, il y a Madame Maria, qui était 2 maisons plus loin, qui a dit, on savait. Bon. Donc j'étais caché, mais pas comme Anne Frank dans une annexe, mais je dis souvent, Anne Frank, elle ne pouvait pas sortir, mais elle était avec ses parents. Moi je pouvais sortir, mais j'étais sans les parents. Ce qui fait qu'en rue, je devais quand même cacher pas mal de choses. Je ne pouvais pas dire d'où je venais. Je voyais les autres enfants rentrer à la maison. Et pourquoi pas moi? Donc il y avait des rétentions d'informations qui fait que je devais peut-être plus me cacher dans la rue que Anne Frank dans son annexe.
d'une certaine manière. D'autant plus qu'elle pouvait même écrire son identité. Donc, il y a là comme ça des... Il y en a qui ont été très mal cachés, évidemment, qui étaient chez des filles qui ont été exploitées comme des cendrillons, ou même abusées sexuellement, même les garçons aussi. Moi, j'étais vraiment chez deux personnes qui vivaient au milieu de l'humanité et qui... Et j'étais pas naïf non plus, hein, parce que lui, donc, il avait fait la guerre 14-18, du premier jour au dernier, il savait bien de quoi certains humains étaient capables. Hein. Mais, enfin, plus, moi je pense évidemment tous les jours à eux. Et ces gens étaient catholiques? Non, ils avaient des origines catholiques, mais ils s'étaient laïcisés complètement. Ah d'accord. Vous n'aviez pas une obligation d'un autre culte? Non. Ça, pas comme Pierre Perelmunter, qui était caché chez les curés? Non, ça je n'ai pas eu. Même de ma judéité, je n'ai pas dû beaucoup me convertir, puisque mes parents étaient communistes. Et donc tout à fait détachés de la religion de leurs parents, parce que les parents de mon père, donc mes grands-parents, étaient très orthodoxes. Ils avaient 9 enfants. Donc c'était tout à fait... et ils habitaient dans une petite ville, Góra Kalvária, qui était une petite ville de Pologne, très célèbre, parce qu'il y avait là un rabbin miraculeux, qu'on venait consulter de toute la Pologne. Et si vous allez sur Internet, vous... cliquez Góra Kalvária, on vous dit directement que la rue principale, Pijarska ulica, était toujours remplie de monde, de pèlerins qui venaient. Les gens venaient. Là, c'est l'adulte qui parle et qui raconte une histoire. Oui, je reviens à l'enfant. Quand est-ce que le manque des parents s'est fait ressentir? Le manque? Oui, parce que... Mais dès la première seconde. Dès la première seconde. Écoutez... vous êtes un enfant choyé. On vous gâte. On vous dit des petits mots gentils, etc. On vous explique pourquoi on vous laisse là? Je n'en m'en souviens pas. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que des parents... Ils ne pouvaient pas dire il y a persécution, les juifs sont menacés, il y a la guerre, et qu'est-ce qu'un enfant de 3 ans comprend? Je ne sais pas moi, l'étoile jaune, moi je ne devais pas la porter. En dessous de 6 ans, on ne la portait pas. Donc, et tout ce que je pouvais savoir, c'était l'anxiété de mes parents, qui savaient qu'il y avait des gens qui étaient pris autour d'eux, eux-mêmes allaient se cacher la nuit, donc il y avait de l'anxiété. Mais vous aussi? Une anxiété se transmet, vous vivez ce que les parents vivent. Hein. Et puis, on vous emmène quelque part, et puis voilà, au revoir, je viendrai demain. Comment voulez-vous que vous ne soyez pas, c'est peut-être pas conscient avec des mots, mais quand même, vous ne pouvez qu'éprouver où elle reste ma mère. D'accord. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, mais il y a peut-être une petite dizaine d'années, que la fille, alors, ma grande sœur, entre guillemets, elle a raconté à sa fille, j'étais donc présent, que les premiers jours, je restais assis sur un petit banc dans le jardin, comme si j'attendais. Vous attendiez, d'accord. Donc je devais être maquillée. Et c'est pour ça que, c'est nouveau l'adulte qui va parler, mais quand on parle d'enfants cachés, les tout petits, c'est pas le même problème que les plus grands. Les plus grands avaient un mot. Oui. Ils allaient à l'école, ils pouvaient déjà plus aller à l'école, etc. Enfin, et on sait bien que le début de la guérison, c'est de mettre un diagnostic, de mettre une parole déjà. Et ils pouvaient s'accrocher à quelque chose de construit. Mais donc moi j'ai connu dans les groupes d'enfants des plus jeunes que moi, et même qui ont été à la crèche. Donc, un bébé, là, je peux redire ce que je viens de dire, mais encore pour plus jeune, là il n'y a même pas de mots du tout, et quoi, la maman, quoi.
Donc les tout petits ont dû vivre, enfin ont vécu dans mon humble avis, toute leur vie avec des fantômes, quoi, des cauchemars. Et on peut que constater une chose, c'est que les plus jeunes, puisque moi j'étais un peu entre les deux, les plus jeunes ont eu des retards scolaires, tandis que les plus âgés, c'est plutôt ils ont rattrapé le retard scolaire et dans les maisons d'enfants dans lesquelles on a été, donc les orphelinats juifs après la guerre, ça a donné 5 profs de NIF, plusieurs médecins, au moins 3 ou 4, un architecte, un psychologue, enfin, les études supérieures ont pu être les plus grands, pas tous évidemment, tandis que chez les plus jeunes, aucun, sauf moi et une fille même qui était un peu moins âgée que moi. Donc on est les deux exceptions pour les plus jeunes. Oh, ils n'étaient pas plus bêtes que les autres. Non, d'accord. Donc moi, il me semble que c'est vraiment affectivement complètement ravagé et avoir de tels problèmes personnels que faire des études et réussir, c'est... Mais avant ça, Oui. quand l'oncle surgit, Oui. comment l'accueillez-vous? Mais l'oncle, là je me souviens, c'est un souvenir, ça on n'a pas pu me le raconter, mais j'ai donc entendu crier « Dolphy », ben, je me retourne, ton oncle est là. C'était à la distribution des prix de ma première année primaire. Qui c'est ce monsieur? Ton oncle, j'avais jamais vu des 9 oncles et sœurs de mon frère de mon père, je les ai jamais vus, ils étaient en Pologne. Du côté de ma mère, la même chose. C'est un étranger. Il parlait la langue? Mais non, il parle le polonais, il parle le yiddish, un peu l'allemand des camps, pas un poil de français et de flamand non plus. J'ouvre une parenthèse, c'était le flamand à la maison. Oui, c'était un couple de flamands. Et donc vous parliez flamand, vous avez appris le flamand sur le terrain. Voilà, donc, et eux, ils ont fait un effort d'apprendre du français pour me rencontrer. D'accord. Mais enfin, à part après, ça a été grandir avec le flamand, les copains à l'école, le flamand. Non, à l'école, c'était le français. Ah, c'était le français, d'accord. Oui. Mais à l'école, j'ai été à partir de 6 ans. D'accord. Donc de mes 3 ans à 6 ans, je suis resté à la maison. D'accord. Donc à Gansforen, il n'y avait pas une école flamande, c'était une école en français. Si, mais vous étiez dans une école en français. Ah, mais ils voulaient respecter mes parents. Ils voulaient remettre un enfant pour que les parents puissent le... Ils ont raté le coche, ils auraient pu faire un petit flamand supplémentaire. Je pensais que vous alliez dire que c'est mes parents qui ont raté le coche. Non, non. Bon. Non, ils n'étaient pas comme ça. D'accord. C'était des Bruxellois, quoi. Des Bruxellois, d'accord. Ils aimaient bien parler le français. Oui, pas... Donc il y a l'oncle qui arrive, et là, bon, découverte. Oui. Alors, bien longtemps après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Mais c'est... Donc, lui, il est la preuve qu'on peut revenir. Alors, pourquoi pas mon père? Voilà, ça c'est les questions qui arrivent. Si lui ne revient pas, mon père, c'est peut-être parce que vraiment, il ne veut pas de moi. Et donc, ça renforce la première impression qu'on est abandonné, parce qu'on ne comprend pas à 3 ans. Et même plus tard, les enfants se sentent abandonnés aussi. Hein. Ce terme d'abandon a été exprimé vraiment, décliné à tous les âges. Mais donc, inconsciemment, on en veut à son père, quoi. Et donc on ne peut pas. Et quand est-ce qu'on à partir de quel âge on comprend ce qui est arrivé au père? Vous avez quel âge à ce moment-là? Même aujourd'hui, je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas. Il ne s'est pas caché. Il s'est pas caché. Il me cache moi, mon frère, et lui et sa femme, et ils ont été pris en plein jour, chez eux. Alors que ils ont été pris le 9 septembre, alors que la grande rafle du Midi avait eu lieu du 3 au 4 septembre, dans la nuit. Alors mon frère m'a raconté que la nuit, ils allaient dormir ailleurs. Mais
Ils ont été pris le matin en pleine matinée. Et enfin, je comprends pas et je comprends. Parce que si ce qu'on m'a raconté, est-ce que c'est la légende ou est-ce que ça semble quand même vrai? Mon père était maroquinier. Et il fallait donc livrer les sacs qu'il fabriquait. Il a envoyé son ouvrier avec des sacs, qui se fait arrêter dans le tram. D'où tu viens? L'ouvrier qui était juif aussi, mais il les a amenés d'où il venait. Bon. Parce qu'il faut savoir que les juifs ont joué la légalité et ça s'est beaucoup retourné contre eux. Bon. Il les amène à la maison, il sera déporté avec mes parents, et sa femme et ses 3 petites filles même. Donc, sur cette base-là, je me suis dit, mais mon père a continué à travailler. Donc c'est à mon avis l'honneur du travail qui a joué. Il y avait une commande, il faut quand même honorer une commande. Et c'est peut-être auprès d'un magasin qui avait aidé mon père au début, peut-être par reconnaissance. Enfin, il n'a pas voulu laisser tomber. Bon. Est-ce que c'est ça qui a joué? Je me projette peut-être là-dedans parce que bon, j'ai un peu cet esprit, mais... Il y a une incompréhension. Ah oui, une incompréhension, mais qui crée la culpabilité. Voilà. Et donc, j'ai eu une adolescence très difficile, puisque je ratais mes études et tout ça. Bon, après avoir un peu analysé ça, on se rend compte qu'il y avait, que je me punissais de culpabilité. Et votre frère, était-il un soutien ou pas? Non. Non. Bon, écoutez, lui, il a 50 plus, et il est... C'était déjà un grand. Et j'ai pu constater dans les maisons d'enfants que ceux qui avaient des grandes sœurs ou grands frères, les grands n'ont pas voulu s'occuper, beaucoup, il y en a peut-être qui l'ont fait, mais en général, les grands n'ont pas voulu s'occuper des plus jeunes, et à mon avis, c'est, je ne vais pas les parents, je ne vais pas jouer le parent pour lui. D'accord. Ça a même été, je sais qu'il y a une fille, par exemple, qui a été en procès avec sa sœur, je ne sais pas pourquoi, mais ça va jusque-là, quoi. Donc ça peut être des grands qui ont pas plus que 5 ans, même 10 ans parfois, bon, et qui ne veulent pas jouer à la maman ou au papa. Là, il aura une destinée tout à fait différente de la vôtre. Mais oui, parce que lui, il a été caché en Wallonie, il connaît le Wallon, moi je connais le Bruxellois, il était chez les gens, chez des paysans, mais quand même plus... il était en contact, il pouvait aller chez des bourgeois, qui était parce que mon père avait un commis voyageur, et qui était plutôt bourgeois, et qui avait emmené mon frère dans cette ferme qui était, où il y avait son camarade de l'armée. D'accord. Voilà. Et donc c'est ce lien-là qui a pu jouer. Tandis que moi, j'étais chez des ouvriers, et que bon, j'étais un peu regardé comme ça par mon frère. Ah d'accord, à ce point-là, d'accord. Mais enfin, ça vous a donné quand même une ouverture d'esprit tout à fait différente. Ben, tous les deux, lui, il a une ouverture d'esprit aussi, mais on n'a jamais vécu ensemble finalement. Les 3 premières années, et puis quelques mois dans les homes d'enfants. D'accord. Et puis on a été séparés. Cette histoire de home d'enfants, c'est un cataclysme pour vous, d'être arraché à cette famille. Ben oui, parce que comme mon oncle pouvait devenir, est devenu mon tuteur légal, il était membre de la famille, du coup, ça Tank et Nunkel perdaient de leur pouvoir, autorité, de leur substance, et seulement il était trop pauvre pour me prendre, donc il m'a laissé là pendant un an et demi, mais comme tuteur officiel, il pouvait me prendre quand il voulait, donc il venait me chercher le dimanche. Il ressentait ça comme une trahison vis-à-vis des parents. Que je reste là. Que non, que vous partiez. Parce qu'ils avaient promis à vos parents de s'occuper de vous.
Ah oui, je vous parlais de Tank et Nunk. Voilà. Oui, ah oui, pour eux, ils n'ont pas terminé leur mission. Voilà, c'est ça. C'est oui, déchirant pour eux. Il n'y a pas seulement ça, mais bon, ça c'est, disons, rationnel un peu. Mais ils étaient attachés à moi, quoi. J'étais leur enfant. Ah, voilà. Et ils étaient devenus mes parents. C'est ça. Donc l'oncle est venu tout à fait chambouler tout. Chambouler tout, Strasbourg, enfin c'est. Il était marié ou bien il était seul? Non, non, il était marié et puis il a eu une fille. Et puis il a eu une deuxième fille quand il est parti aux États-Unis, mais il. Et quel était son intérêt, les liens familiaux? C'est ce qu'il voulait? Mais comme j'ai jamais vraiment bien pu parler avec lui, je ne peux qu'interpréter. D'accord. Bon. Mais il était le frère de mon père, donc il devenait mon père. Mais c'est un rôle qu'il dépassait, Alors, bon, mon père... il est quand même venu en Belgique pour vous voir. Oui, mais il était venu, c'était une étape, Bruxelles était une étape pour partir à Philadelphie, où sa femme avait une sœur. D'accord. Donc il était venu en Belgique pour prendre les deux fils de son frère et partir. Bon. Mais comme il était extrêmement pauvre, il a dû épargner pendant des années avant de pouvoir payer son billet de bateau. Et donc, il s'est senti investi d'une responsabilité. Si je restais là où j'avais été caché, si je restais caché en fait par rapport au judaïsme, il a peut-être senti ça aussi comme ne remplissant pas son devoir, qui était quand même de me ramener dans le giron du judaïsme. Même si mes parents ne pratiquaient plus la religion, mais ils étaient quand même, ils ont été déportés comme juifs. Et mes parents connaissaient bien le yiddish et la littérature yiddish, enfin, me ramenaient quand même vers de la judéité. Et puis, troisième chose, quand mon frère, lui, était déjà dans le home avant moi, et pour mon frère, c'était une libération. Parce que lui, il avait connu des collèges catholiques, avec une discipline de fer, se lever à 6 h du matin pour les prières, des choses comme ça. Donc pour lui, il arrive dans une maison d'enfants mixte. Pour lui, c'était la fin de son cauchemar, presque. Bon. Et donc il était là au moins depuis quelques semaines. Donc en plus, mon oncle, en me mettant là, il réunissait les frères. Il me mettait à Profonsard, dans un château, entouré d'un parc de la nature. J'étais au bon air. Donc pour lui, tout était positif, quoi. Et puis quatrième chose, il était quand même jaloux de mes deuxièmes parents, que j'adorais, alors que lui, j'avais pas de... Oh, mais il avait quand même sa propre famille, lui, qui avait constitué. Il avait sa femme et il vivait dans une pièce, un taudis, quoi, où il n'y avait pas d'eau courante, pas de toilette, enfin il vivait vraiment dans un vrai taudis près du palais de justice. Donc il ne pouvait pas me prendre chez lui, mais finalement il me mettait quelque part où je vivais beaucoup mieux que chez lui. Mais vous vous retrouvez embrigadé à Profonsard? Embrigadé, non. Embrigadé de quoi? Non, 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 c'était à Profonsard, c'était un esprit très très libre. Ah d'accord. Ah oui, on ne pratiquait pas la religion. C'est par après que c'est venu la religion? C'est 2 ans après. Ah, 2 ans après. 2 ans après, oui. Mais à Profonsard, c'était laïque, c'était des juifs laïques. C'était des juifs laïques. Oui. Et comment ont-ils mis le grappin sur vous alors, 2 ans après? Ah, mais ils n'ont pas mis le grappin sur moi. C'est simplement, il y avait une douzaine de homes après la guerre. En 1945, ça veut dire qu'il y avait à peu près 500 enfants qui n'avaient pas de solution familiale. D'accord. Alors, où les maîtres, d'autant plus qu'il y en avait qui étaient déjà dans ces maisons d'enfants pendant la guerre. Parce qu'il y avait des maisons d'enfants pendant la guerre supervisées par les Allemands, qui se disaient, bon, on les aura quand même au tournant. Et
Donc quand à la Libération, ces maisons existaient, elles ont été récupérées par le CDJ, le Comité de défense des Juifs, qui a créé le service social juif, et donc qui a créé l'aide aux Israélites victimes de la guerre, qui est devenu le service social juif. Bon. Donc cette AIVG avait sur les bras tous ces enfants, plus les enfants qui peu à peu étaient ramenés des familles, des institutions où ils étaient cachés. Et sur la douzaine de Home, il n'y en avait qu'un qui était religieux. Alors je crois que c'était peut-être un peu la Libye, parce que ces maisons d'enfants ont été soutenues en grande partie dans le plan Marshall américain, mais vous avez une partie, le Joint juif américain. Et donc, ces juifs américains, je ne crois pas que si on leur avait dit, vous donnez de l'argent pour en faire pas des chrétiens, mais presque des non-juifs, quoi. Donc, il y avait ce non-juif qui permettait de justifier peut-être la récolte de fonds. Alors, mais seulement, les enfants, après 45, déjà 50, ça fait déjà ceux qui avaient 15 ans, mais ils avaient 20 ans, ils étaient plus dans les maisons d'enfants. À 18 ans, ils étaient mis dehors. Donc, peu à peu, les 12 maisons sont devenues une maison en 58. Et puis en 52, c'était fini. D'ailleurs, c'est Ziggy Hirsch qui a clôturé le dernier home. D'accord. Et il était dans un tout premier home presque, et puis la clôture, il a fait tout le cursus. Et donc, en 50, Profonsard a été fermé. Et donc, les plus petits garçons et filles ont été à Oudorgen, où c'était religieux. Les grandes filles ont été aux Hirondelles, parce qu'après 13 ans, c'était plus mixte. Et les grands garçons étaient à Boisfort, à Miraval. Quand je dis on vous met le grappin dessus, parce que c'est à ce moment-là qu'on vous coince, qu'on vous attache, et que la fameuse cérémonie se fait. La circoncision. Oui. C'est ça que je dis, bon, vous auriez pu y échapper, tout compte fait. Ah, si je n'avais pas été dans cette maison d'enfants, j'y échappais, oui. Voilà. Mais là, c'est... Parce que c'est 2 pages fabuleuses que vous racontez là. Oui, enfin bon. Et d'ailleurs, là, mon oncle ne voulait pas voilà. la circoncision. Parce qu'il voulait respecter l'option de mes parents, qui étaient devenus des juifs tellement laïcs, et ils avaient même refusé la circoncision à leurs 2 fils. Et finalement, c'est moi qui ai accepté, parce que j'étais embrigadé, comme vous avez dit, par le directeur qui jouait à une sorte de chantage affectif. Hein, c'est parce que tu le fais pas, ben, je te laisse tomber. Ou, enfin, voilà, et donc là, une manipulation. Les orphelins, ils voient un père potentiel un peu partout. Quoi, hein, donc oui, c'est une manipulation, ça c'est certain. Et ça s'est fait dans des conditions d'hygiène incroyables. À 13 ans. Alors moi j'aime bien, c'est aussi l'épisode où vous dites, tiens voilà, moi je vais me retrouver en Israël, quoi. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais au dernier moment, niet, je n'y vais pas. Oui, mais encore une fois, c'est pas tout à fait ma décision. Donc la veille de partir, je n'avais pas osé dire à Tankenou que je partais. Voilà. Parce que pour eux c'était... Une souffrance, quoi, un déchirement. C'est-à-dire j'allais refaire... Un abandon. J'allais leur faire ce que l'oncle a fait. Voilà. Donc c'était impensable. Et donc chaque fois que j'allais les voir, c'était, je le dirai la fois d'après, mais le temps passe vite. Et je me retrouve donc à Anvers, d'où tout le monde était rassemblé pour partir en convoi vers ce qu'on appelait la Palestine. Parce qu'à l'époque, Palestine, c'était juif. Hein. C'était vous aviez le timbre de Palestine, le drapeau, enfin tout ça c'était... D'ailleurs, si vous disiez à l'époque à un arabe qu'il était palestinien, il vous aurait sauté à la gauche en disant tu m'insultes. Voilà, bon, donc c'est qu'on appelait les arabes du Proche-Orient palestiniens à partir de 67, ça s'est fabriqué après, quoi. Bon, enfin, je ferme la parenthèse. Et donc, pratiquement la veille de partir, il y a mon frère qui dit, mais enfin,
écrit au moins une carte d'adieu. Donc j'ai fait ça, en donnant l'adresse. Mais la poste à l'époque fonctionnait très très bien. Il y avait encore le service public. On pourrait prendre modèle aujourd'hui. Enfin, j'ouvre une petite parenthèse, mais il y a de moins en moins de services, on doit tout faire soi-même. À la banque, partout, quoi. Tout à fait. Bon. Et donc, Tanguy et Mungo sont là, ils se pointent le lendemain, ils étaient là. Et alors quoi, tu pars tu pars viens. Donc, comme je ne sais rien dire, eux, ils interprètent que je ne veux pas. Voilà. Bon. Des regrets maintenant je ne sais pas trop. On ne sait pas trop. Je ne sais pas trop. Mais enfin, ça, je peux répondre à ça après. Mais donc, ils sont là, et ils disent, enfin, viens au moins dire au revoir à la famille et aux amis. Kidnapping. Oui, mais c'est une demi-heure de train, voilà. On te ramène ce soir, quoi. Ah ben voilà. Et ben seulement le soir, ils ne me ramènent pas, et moi je suis fatigué, je m'endors. Et il y a un gars de Profonsard qui rapplique alors. Ils m'ont ramené, la nuit, ils m'ont amené chez leur fille. D'accord. Donc, dans la journée, parce que le convoi passait par Bruxelles, s'est arrêté là. Et donc, effectivement, l'éducateur de Profonsard vient frapper à la porte, mais l'oncle est à son travail. Moi, avec Tang, je suis chez la fille. Où est-ce que je suis? Bon, le train, évidemment, ne va pas attendre des heures. Est parti vers Marseille. Mais on a donc été convoqué chez le juge de paix, parce qu'il y avait enlèvement d'enfants. Voilà. Et là, il y a le juge qui dit, mais est-ce que vous vouliez, ou tu voulais partir, je ne sais pas si tutoyais. Et ça a été en un éclair, je me dis, ben, si je dis que je voulais partir, ben, ça va, ils seront dans les, Tanguy et nous, ils seront dans des ennuis. C'est logique. Bon. Et donc, c'était à moi de les sauver. Et donc, j'ai dit non. Tout en... Or, je m'étais déjà préparé, je voulais partir avec mon frère. Tout à fait, oui. Bon. Donc, alors, j'aurais pu le rejoindre parce qu'ils sont restés à Marseille un mois avant d'embarquer. Mais j'avais mis le doute, on n'allait pas m'envoyer puisque j'avais dit que je ne voulais pas y aller. Et donc, je n'ai pas pu rester chez Tanguy et Mungo non plus, puisque c'était plus de la famille. Et donc, j'ai été ramené à Profonsard. Et alors, des regrets. Oui, c'est le pronostic sur la comète, ça, presque. Oui, parce que mon frère, lui, est revenu après 2 ans. D'accord. Et il m'a dit que là-bas, je ne me serais jamais adapté. Parce que c'était très dur. Très dur. Et par exemple, les garçons nés en Israël méprisaient les petits juifs qui venaient d'Europe et qui ne comprenaient pas que les juifs s'étaient laissés massacrer, quoi. Alors qu'on ne s'est pas laissé massacrer, mais toute l'Europe a été sur la botte. Et toute l'Europe avait des armées. Le peuple juif n'avait pas d'armée à l'époque. Donc c'était du gâteau. Il n'y avait aucune ambassade qui allait protéger les ressortissants juifs, quoi. Donc, donc les études sérieuses vont devoir s'entamer maintenant. Oui, ça. Alors, qui va financer ce genre d'études? C'est la famille? Non, c'est pas la famille. Vous allez faire des études universitaires. Ah oui, c'est-à-dire, moi, à 16 ans, j'ai 5 échecs en gréco-latine. D'accord, oui. Donc, c'est pour vous dire les perturbations des plus jeunes. Et donc, j'ai une scolarité très chaotique comme ça. À un certain moment donné, j'ai quand même fait le jury central et je suis entré à l'université et ça me convenait. Moi, le secondaire, les profs, ça me... Mais votre point de chute à ce moment-là, c'est chez qui alors? Quand je sors des hauts. Quand vous sortez d'université les week-ends, ou bien vous êtes constitué une famille d'accueil, ou bien comment ça s'est passé? Oui, mais d'abord, quand je sors des hauts, je suis seul dans une chambre. D'accord, oui.
Et puis, quand je sors de l'UNIF, là j'étais marié. Ah d'accord. Ah oui, vous avez constitué votre petit nid directement. Constitué, c'est beaucoup dire, mais enfin bon, voilà. ça s'est constitué. Branche après branche. Ça s'est constitué. Et oui. Mais les études à l'époque, vous savez, quand j'entends parler, oui, j'ai pas pu faire des études parce que je devais gagner ma vie, la famille. Alors nous, tous ces gens qui sont devenus médecins, tout ça, d'abord, le Minerval était payé par l'État. D'accord. Comme orphelin de guerre. Il y avait un service social où on avait des tickets de repas pour le midi à l'université. Donc il y avait une organisation qui était là pour... il y avait l'État et l'université. Et puis il y avait le service social juif qui, oui, par mois, il y avait une sorte d'allocation pour louer la piole. D'accord. Donc il y avait des possibilités. Donc là, on commence à se reconstituer tout compte fait. Mais écoutez, là, quand je vous parle, c'est dans les années 60. Hein. Oui. Il faut se reconstruire, malgré tout, psychologiquement, à ce moment-là. Oui, ça, il faut se reconstruire. Ça. Comment est-ce qu'on se reconstruit? Il y en a qui ne se sont pas reconstruits. Il y en a qui ne se sont pas reconstruits. Les études ont été à reconstruire, parce que quand je voyais des profs qui m'appréciaient... Tiens, et le choix d'études est venu comment? Par quel déclic? Un professeur que vous avez rencontré, ou une conférence, ou pourquoi un intérêt pour ce genre d'études? Moi j'aimais bien lire. D'accord. Donc la littérature, c'était... C'est venu naturellement. C'est naturellement. Mais comme je ne réussissais pas à l'Athénée, on m'a aiguillé vers les études techniques à l'époque. Donc avant que je revienne, il y a tout un parcours là, oui. Et la vie professionnelle démarre quand? En quelle année? Eh bien, en 66. 66. Et, des enfants? Comment des enfants? Vous avez des enfants? Ah oui, j'ai une fille et un garçon. Oui. Et on commence à leur raconter quand? La jeunesse de papa? Mais je n'ai pas eu besoin vraiment de raconter, puisque j'allais avec eux rendre visite à Tankenunkel. D'accord. Et ma fille a fait une philologie germanique. Donc, le flamand, l'anglais, l'allemand. Et je n'ai jamais parlé de ça avec elle, mais je me suis dit que, est-ce qu'elle a voulu apprendre du flamand, du néerlandais, pour pouvoir rencontrer... Le tremplin, quoi. Ses grands-parents, quoi. Enfin, oui. Pouvoir, bon, elle ne les a pas connus longtemps, mais quand même. Donc, est-ce que... Oui, parce donc que... il y avait une curiosité qui était là, peut-être. Je ne sais pas, il y avait une... parce qu'elle a aussi appris le yiddish par elle-même. Enfin, elle a suivi des cours de yiddish, mais par elle-même. Et donc, ça c'est pour rencontrer ses vrais grands-parents. C'est vrai grands-parents. Donc, il y a quelque chose dans mon explication qui, je crois, est assez correct. Parce que moi j'ai un petit film où Tangenukul sont filmés. Et donc ça c'est assez rare d'avoir des images animées de ce qu'on a appelé après des justes. D'accord. Et qui tenait la caméra? Quelqu'un dans la famille ou... Mais moi j'avais une petite caméra et un jour j'ai eu la visite de Patrick Van Antwerpen, ça vous dit peut-être rien. Non, Patrick d'Anvers. Oui, mais Patrick Van Antwerpen est un jeune cinéaste qui avait de l'humour et qui a fait l'un de l'autre film intéressant. Et il était chez moi, il a pris la caméra et il a cadré, quoi. D'accord. Et je m'en suis rendu compte qu'après, parce qu'il y a eu un petit reportage à Gansour, où j'ai été caché. En quelle année ça, ce film? Ça devait être au début des années 70, parce que je voyais mon fils que l'oncle a pu encore prendre dans ses bras, qui devait avoir 3 ans peut-être à ce moment-là. Et il est né en 69, ça devait être 72, 73, quelque chose comme ça. Et
donc en noir et blanc. Mais... Et le devoir de mémoire se fonde quand? Quand est-ce que vous avez envie de communiquer et de transmettre? Pour moi, je n'ai jamais considéré ça comme un devoir. D'accord. D'abord, je trouve le mot horrible, parce que moi, étant pas très scolarisé, devoir... Oui, je comprends, oui, oui. Même quand j'étais prof, comment peut-on l'appeler alors? J'avais du mal à donner des devoirs à mes élèves. Et... Comment va-t-on remplacer ce terme alors? Mais pour moi, la mémoire de souvenir. De ce qui est arrivé, pour moi, Shoah, il ne faut pas l'enseigner. Mais il faut faire des conférences dessus. Donc que les élèves soient confrontés, mais en donner une matière sur laquelle ils vont être notés. Je prends un exemple bête, mais dire, voilà combien de morts à Auschwitz, et si un élève met 100 000 ou 1 million, et qui dit après, tu imagines pour un zéro, j'ai zéro, enfin, bon, je trouve ça tout à fait anti-productif, quoi. Mais qu'ils aient des conférences et qu'ils ou des films, ou qu'ils fassent des pièces de théâtre là-dessus, qui est que ce soit dans la vie et pas dans l'école, même si on vient faire des conférences à l'école, mais quand les élèves peuvent assister à une conférence, c'est toujours ça de prix. Bon, cette envie de communication, alors je vais appeler ça comme ça. Eh bien, d'abord, je viens de loin, parce que quand j'avais 20 ans, j'étais plutôt un juif honteux. Je ne m'affichais pas comme juif. Jusqu'au jour où dans la salle des profs, j'entends quelqu'un dire « Quoi, Adolphe est juif ?» Voilà, jeu de mots. Oui, mais je me dis, mais c'est le secret de Polichinelle, quoi. Moi, je pense me vivre comme ça, comme tout le monde, me fondre, et en fait, bon. Et puis je me suis rendu compte aussi que mes parents ont aussi voulu se fondre et vivre belgo-belge, quoi. Ils ont quand même été... Par le nom, ça, on ne pouvait pas faire un rapprochement. Oui, mais je veux dire, mes parents se sont quand même fait prendre comme juifs alors qu'ils ne se vivaient plus tellement. Voilà. Donc je me dis, à un certain moment donné, c'est pas que ça sert à rien de se cacher, mais ça fait partie de mon identité. Et donc j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre, une sur le thème d'Amphitryon, donc pièce gréco-latine. Puis la deuxième, ça a été La Passion du Diable, c'était une parodie des évangiles. Et un jour, j'ai été voir la pièce de théâtre, le D-Book, qui est le chef-d'œuvre du théâtre yiddish. Et ça m'a tellement impressionné que quand j'ai relu la version dans l'Arche, publiée à Paris dans l'Arche, ce français ne restitué en rien, enfin, j'aurais voulu réécrire ça. Bon. Mais je ne connaissais pas le yiddish, je n'avais jamais vécu dans un shtetl, donc je me suis dit, ça va être artificiel. Bon. Et puis à un certain moment donné est sortie une pièce de théâtre que j'ai intitulée « Survivre ou la mémoire blanche ». Vous avez une mère morte à Auschwitz qui revient chez son fils et qui vit avec lui. Bon, vie impossible, et puis elle repart dans la Shoah éternelle, quoi. Donc cette envie de refaire cette pièce de D-Book, de l'adapter, est sortie en une pièce originale en fait. Parce que le D-Book c'est une âme, une mauvaise âme, une âme qui n'arrive pas à trouver le repos et qui vient s'incarner dans un vivant. Donc cette pièce était en fait ça. Et donc ça a été joué au Théâtre Poème pendant un mois, et même avec prolongation. Il y a eu une émission avec Jean-Louis à la radio. C'était les dramatiques à la radio. Enfin, cette pièce a eu un certain parcours et ça m'a encouragé. Donc,
m'est venue une deuxième pièce où là c'est les deux mères qui reviennent. Et les deux, donc la mère qui a mis l'enfant au monde, qui est morte à Auschwitz, et l'autre qui est morte naturellement, mais qui a élevé l'enfant comme la reine de guerre. Mais alors c'est le dernier jour du fils qui va mourir, et avec qui est-ce qu'il va repartir. Et donc ça aussi, donc ça c'est une pièce qui a eu une cinquantaine de représentations en 98 jusque maintenant, et que je fais moi-même parfois avec des statuettes. Ça a déjà été présenté dans 7 pays. Et donc ça m'a encouragé comme ça. Mais parallèlement à tout ça, puisque notre première pièce Amphitryon est de 84, j'avais commencé à écrire mon récit. Et qu'est-ce qui l'a déclenché? Mais c'est la mort de Teinke Dunkel, de la même année. Et je trouvais, puisque chaque fois que j'allais la voir, elle me racontait ça existait. Et puis du coup, il n'y a plus rien qui n'existe. Il m'avait sauvé, peut-être que c'était à moi de les sauver. Bon, et j'ai commencé comme ça, et je voulais les rendre vivants, quoi. Les sauver, c'est les rendre vivants. Les rendre vivants, il faut écrire, il faut respecter, il faut se sacrifier à l'art d'écrire. Et donc j'ai écrit pendant des années, je ne touchais plus à ça parce que je me rendais compte que c'était un travail... je pensais que je n'y arriverais jamais. Et puis peu à peu, j'ai repris ça, et puis comme mes pièces avaient un certain écho, en 94, je dis, pendant les vacances, j'ai écrit le récit, ou bien je ne le ferai jamais. Pourquoi en 94? Il y avait eu le génocide du Rwanda. Je me dis, tiens, là on est occupé à chasser la Shoah avec un autre génocide, un clou on en chasse un autre, là aussi ça ne va plus exister. Et puis comme Monique Dorcel avait accepté de jouer ma pièce, ça m'a encouragé, quoi. Et comme les gens sont venus, donc c'est pas moi qui me suis dit, j'ai un devoir de mémoire, j'ai été aspiré là-dedans peu à peu, quoi. Et puis j'ai fait lire le manuscrit à gauche, à droite, je tenais compte des remarques, jusqu'au jour où... Quel est l'éditeur encore Le premier c'était l'Harmattan. En France ou en France, oui. Et puis ça a été réédité à... C'est une reconnaissance, par l'Espace Nord. Ah oui, ça c'est une reconnaissance. J'étais tout à fait étonné, et à l'unanimité, ils ont accepté ça. Je me suis dit, tiens, ça c'est... mais surtout, j'ai des dizaines de personnes qui m'ont écrit à ce sujet. Donc, et il y a Michel Hotten qui enseignait la littérature, qui est assez dithyrambique, il faut le dire. Delcourt aussi, qui enseignait la littérature à Liège. J'ai eu des réactions des gens en France qui en général préfèrent une écriture distanciée. Moi j'ai essayé de lutter contre ça. Non, je veux dire, bon, j'ai beaucoup apprécié, l'un et l'autre nous avons apprécié, je veux dire, c'est surtout au niveau du rythme, c'est évident. Mais c'est vrai qu'on aurait peut-être plus aimé avoir le regard d'un enfant plus détaillé. Heureusement, l'enfant grandit vite, alors on découvre l'adulte. Et l'adulte, évidemment, c'est lui qui prend la plume et qui développe tout à fait un récit qui est bien ficelé. C'est-à-dire, comment matérialiser l'enfant? Alors, j'avais plusieurs options. Je le fais par les bébés. Oui, je comprends. Parce que c'est par exemple le Caillou de Lune, c'est un peu comme ça que s'en est tiré l'auteur de ce récit-là, qui est sur une petite fille de 4-5 ans cachée avec ses parents. Alors de temps en temps, elle fait des fautes de français, quoi. Oui, d'accord. Ou bien, je faisais parler vraiment, vous avez certainement lu le début du Le bruit et la fureur de Faulkner, où vous avez pendant, je crois, 50 pages, un idiot qui parle, qui essaie ça, vous ne vouliez pas, quoi. Ben, je me dis, lui, il peut se permettre ça, c'est pas son premier livre où il a fait ça, donc Faulkner, on est curieux,
je me dis, on n'ira pas plus loin que 2 lignes, quoi. Hein. Bon. Et donc j'ai essayé de travailler sur la logique. Comme par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a la guerre pour mes parents et pas pour ces gens d'ici? Puisqu'on me dit que c'est l'excuse, enfin des trucs comme ça, ou bien que je fais jouer l'enfant avec son ombre, c'est quand même pas un adulte qui fait ça. Ou en faire un conte philosophique comme l'enfant de Noé de Schmitt, quoi. Ça c'est plus eau de rose, je vais dire. Quoi. Oui, mais Schmitt c'est extérieur. C'est extérieur. C'est pas son histoire non plus. Donc ici, j'ai essayé de jouer sur ce qui est vrai, enfin tout ce qui est raconté est vrai, mais la manière de le dire est imaginaire. Tout à fait. Et donc j'ai essayé de trouver des métaphores. Par exemple, quand vous dites sur la circoncision, mais j'ai pas, ou bien la bar mitzvah, c'est vraiment quand je me suis rendu compte que je pouvais mettre en filigrane que cette Torah est comme une fille et qu'elle est presque comme Bethsabée la veille. Enfin, chaque fois pour chaque page, quand je trouvais une métaphore, je me disais ça peut fonctionner, mais ça n'arrive pas tous les jours. C'est le plaisir de l'écriture quand on découvre ça. Quoi. Oui, c'est le plaisir de l'écriture. Le plaisir de l'écriture est très trompeur, parce que dans le premier jet on a beaucoup de plaisir, puis quand on relit ça après, c'est plat, quoi. Donc il faut se réveiller avec une métaphore. Souvent c'était le matin, j'avais une métaphore, et alors, par exemple l'ombre, c'est la dernière retouche que j'ai faite au roman. Et je me trouvais, vous savez, un petit parc le long de Notre-Dame de Paris. J'étais sur un banc, je mangeais un sandwich, et j'étais à l'ombre de Notre-Dame. Je me dis, je suis à l'ombre de Notre-Dame, et tout à coup ça fait-il que, en fait, l'enfant, son ombre c'est son double, c'est sa mort, et j'ai trouvé une demi-douzaine de phrases comme ça, et que j'ai alors injecté là où c'était le plus pertinent, et dans le titre. Et parce que souvent on dit l'enfant dans l'ombre, ça c'est un cliché, mais ici à l'ombre, c'est à la fois dans l'ombre, mais c'est comme si l'enfant au ballon, comme s'il jouait quoi, avec son ombre. Quoi. Donc c'est ça qui... Mais pour arriver à ça, il faut du temps, quoi. Il faut se donner le temps, et pas se contenter, certainement pas du premier jet, même pas du 5e jet. Je ne sais pas combien de fois j'ai relu le livre avant, pour éliminer tout ce qui pouvait accrocher. Parce qu'il y a souvent des chevilles, des termes parasites qui font qu'il n'y a pas ce rythme alors. Je pense qu'on va atterrir, parce qu'habituellement on fait 35, 40, 45 minutes. On est déjà presque 1 heure. On attend des Ziggy. Voilà, on attend des Ziggy. Bon, on lui remet un petit bonjour, ainsi qu'au professeur Pell. Mais disons, tout ça pour exciter la curiosité des personnes qui vont vous découvrir, à plonger évidemment sur Boubelé, dont ils trouveront un petit peu l'explication. On ne dit pas quelle page, ils vont devoir chercher comme ça. L'enfant à l'ombre. Je vous remercie beaucoup d'être venu me voir. C'est moi qui vous remercie, M. Lefebvre. Et au plaisir. Élie Lefebvre. Voilà. À très bientôt. Alors,